Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Forum, un grand forum qu'on consacre aujourd'hui à mieux comprendre un mouvement que vous avez dû suivre ou subir pour certains d'entre eux, parce qu'effectivement, vous avez dû trouver porte close quand vous vous êtes rendu chez votre médecin habituel, ou encore vos rendez-vous ont dû être reportés, si vous avez un rendez-vous dans une clinique privée, entre autres pour des interventions, depuis le 5 janvier, et m'avance, on leur posera la question. A priori jusqu'à demain, le 15, voire aujourd'hui d'ailleurs, on est aujourd'hui le 15, c'est aujourd'hui. Donc les médecins libéraux de Guyane, généralistes ou spécialistes, exerçant donc en cabinet ou dans une clinique, respectent le mot d'ordre de grève lancé par leurs syndicats nationaux. Bon, la médecine française est en souffrance, et encore plus ici en Guyane, ça ne vous étonnera pas, vous le savez toutes et tous, et c'est une surprise pour personne, la santé guyanaise va mal donc, et cela semble plutôt parti pour durer. Mais savez-vous de quoi nos praticiens, dont la situation n'est peut-être pas la plus à plaindre dans notre océan de misère guyanais, savez-vous de quoi donc ils se plaignent? Alors ils parlent d'atteinte à leur liberté d'exercice, de dégradation de leurs conditions de travail, et également de dégradation, également donc d'une situation déjà critique chez nous en Guyane, de l'accès aux soins pour les Guyanais. Mais on va leur poser les questions directement. Bonjour, docteur Christian Rohrbecher. Bonjour à tout le monde. Vous êtes le président du syndicat des médecins libéraux de Guyane. Bonjour, docteur Jacques Breton. Donc vous êtes le président de l'Union régionale des professionnels de santé, section médecine, en Guyane. Alors messieurs, d'abord, comment a été suivi depuis un peu plus de 8 jours cet appel à la grève en Guyane et quand s'arrêtera-t-il? Christian Rohrbecher. Alors, sur 168 médecins libéraux installés en Guyane, nous avons appelé les médecins un par un, vendredi 9 janvier et lundi 12 janvier. Nous avons 64 qui n'ont pas répondu au téléphone, donc 104 qui ont pu être joints. Sur 104 qui ont pu être joints, 79 font la grève, dont 51 généralistes. 37 font la grève du 5 au 15, 29 font la grève du 12 au 14 et 13 font la grève avec des dates différentes. 25 ne font pas la grève. D'accord. Donc Un mouvement massivement suivi en Guyane. Sur 104 personnes qu'on a pu joindre, 25 ne font pas la grève. D'accord, un mouvement, donc je répète, massivement suivi. Et puis on peut penser que les 64 qui n'ont pas répondu au téléphone n'étaient pas joignables. Pas joignable. Donc peut-être même pas en Guyane. D'accord. Alors donc, la fin de ce mouvement, c'est Ah, quelle nouvelle. On reprend le travail. Je crois que ça on reprend la grève. Je me suis inquiété. D'accord. On a suivi le mouvement en Guyane, même si nous avons des spécificités dont nous allons parler forcément. Et il fallait quand même que les médecins, justement, se fassent entendre parce qu'effectivement, on a passé une convention au milieu de l'année 2025 et les députés et sénateurs et certains ont fait, je dirais, pratiquement du bashing de médecins. Jacques Breton, on va y revenir. Franchement, vous êtes là pour ça, pour donner des explications, pour qu'on puisse comprendre un peu mieux qu'est-ce qui a motivé ce mouvement. Quelles sont les particularités guyanaises, d'ailleurs, à l'intérieur de ce mouvement également. Donc, on va y revenir d'ici quelques instants. Donc, vous avez commencé à les citer, donc les raisons de cette grève. Et vous avez commencé à citer aussi les auteurs, donc à qui vous reprochez le plus ces raisons-là. Donc, certains de vos collègues, ça a été au plan national, ont accusé, entre autres, vous l'avez dit, les parlementaires, les députés notamment, de faire du bashing contre la population médicale. J'aimerais bien que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous leur reprochez précisément. D'autres reprochent donc au ministre, au gouvernement, donc de ne pas mettre en application véritablement des conventions qui ont pu être signées, ça aussi on y reviendra, ou de tarder à les mettre en place, conventions notamment sur les honoraires qui sont signés entre les médecins
et la caisse de sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie pour être précis. Et ensuite, il y a aussi la caisse d'assurance maladie à qui vous reprochez certaines dérives qui vous paraissent un peu, peut-être un peu autoritaires en tous les cas, et également une surcharge de travail administratif. On va essayer de revenir sur tous ces points, point par point, pendant cet entretien. Je vous rappelle que nous sommes avec le docteur Jacques Breton, le président de l'URPS médecin, et Christian Rohrbacher, le président du syndicat des médecins libéraux de Guyane, et que nous débattons avec eux des raisons de la grève, mais la grève des médecins, mais qu'on va essayer d'aller un peu au fond pendant toute cette période. Vous pourrez nous appeler, vous pourrez les interpeller également dès midi, après notre coupure publicitaire, en appelant au 05 94 36 36 06. En fait, première, entre guillemets, j'allais dire bonne nouvelle, enfin bonne nouvelle pour nous, peut-être un peu moins bonne pour vous, reprise du travail demain de l'ensemble des médecins de Guyane à leur cabinet ou dans les cliniques. Alors, les raisons de cette grève, revenons-y, on en a déjà évoqué quelques-unes. Qui veut répondre? Alors effectivement, alors allons-y. On a quand même discuté ce qu'on appelle la convention médicale. Je sais que tous ces sujets peuvent être un peu compliqués pour tout le monde, mais de façon simple, nous avons discuté avec tous les syndicats de médecins et l'assurance maladie de certaines évolutions de notre métier, de la tarification. Ça a été extrêmement long, il faut le savoir, mais ça a quand même été fait au milieu de l'année 2025. Oui. Et puis, courant dernier trimestre, il y a des mesures qui ont été appliquées, faites, et les députés, un certain nombre de députés, en fait, ont dit c'est nous qui allons maintenant décider quelles seront les conditions dans lesquelles les médecins vont être rémunérés, tarifés. Ça veut dire que on dénonce la convention qu'on venait de signer avec peine. Alors que, effectivement, les acteurs principaux, c'est-à-dire les payeurs, la sécurité sociale et les effecteurs de soins, les médecins, se mettent d'accord, et c'est pas toujours facile, mais ça veut dire qu'on tue la convention en argumentant de façon assez simpliste, et j'irais souvent même quasiment un peu bête, parce que si on veut que les gens quittent le métier de la médecine en France, je dirais que beaucoup de députés et sénateurs s'y sont bien pris. Bon, alors écoutez, effectivement, je voudrais quand même rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs la particularité, en tous les cas, la caractéristique principale du système de santé en France, et donc pour nous en Guyane, la grande majorité donc, des actes médicaux que vous allez avoir chez votre médecin, quand vous faites une intervention, quand vous rentrez encore plus dans un hôpital quand il est public, mais c'est également vrai quand il est privé, tout ceci est payé. Ce n'est pas forcément vous qui décaissez la majeure partie, c'est la sécurité sociale à partir, je tiens à le rappeler, des cotisations que nous versons toutes et tous qui travaillons à la Caisse générale de sécurité sociale. La Sécu est en gros déficit de longue date. Et effectivement, tout le monde cherche à réduire le déficit de la sécurité sociale. C'est peut-être ce qui explique le positionnement de ces députés. Docteur Rohrbacher, il y a quand même eu, derrière cet aspect de convention ou autre, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Les revendications des médecins ne sont pas nouvelles. Parce que je crois que la consultation médicale a connu une stagnation pendant des années avant d'être revalorisée, mais elle a quand même été revalorisée en juillet 2025. Et pourtant, vous faites grève. Oui, non, mais on ne fait pas grève pour le prix de la consultation, en sachant que le prix de la consultation en France est le plus bas de toute l'Europe quand même. Donc on a quand même un problème de ce côté-là, mais bon, ce n'est pas le motif principal de notre grève. Le motif principal de notre grève, ce sont les sanctions prises par la Caisse de sécurité sociale vis-à-vis des médecins, comme la mise sous objectif si vous faites plus d'arrêts de maladie, par exemple, que votre voisin ou que la moyenne régionale. La sécurité sociale avait l'obligation de vous mettre soumis sous objectif, c'est-à-dire de décider que vous devez, par exemple, réduire vos arrêts de maladie de 30%. Et si vous n'arriviez pas à réduire vos arrêts de maladie de 30%, ben vous étiez sanctionné par la Caisse de sécurité sociale. Et d'un montant important, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est cela. En plus, vous avez, par exemple, vous aviez aussi les... j'ai un trou de mémoire. L'utilisation du dossier médical. Il y avait l'obligation du dossier médical. Voilà. On va y venir pour que les choses soient bien simples. Restons 2 minutes sur cette affaire des arrêts maladie. Bon, déjà,
où est la responsabilité? Est-ce que c'est une question que je vous pose? Est-ce que c'est une demande effectivement de la Caisse ou est-ce que c'est un ajout, encore une fois, de nos politiques? Les politiques, eux, je rappelle, leur objectif clair, net et précis, réduire le déficit de la sécurité sociale. Trop d'arrêts maladie creuse le trou de la sécurité sociale. Donc on veut demander aux médecins de serrer la boucle. Mais il y a quand même des abus, il y a quand même des arrêts qui paraissent excessifs. Je vais vous C'est une mesure qui peut permettre Mhm. de réduire effectivement ces, je vais vous ces donner arrêts un excessifs. exemple. Je vous en prie. Quand vous avez un patient qui est en burn-out parce qu'il a un conflit avec son employeur, Mhm. c'est la faute de qui? Il faut l'arrêter parce qu'il est en dépression. Et le rendez-vous chez le psychiatre, il est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a énormément d'arrêts de maladie qui sont dépendants de la consultation du spécialiste et qui sont très longs parce qu'on n'arrive pas à avoir de rendez-vous chez les spécialistes D'accord. dans des temps opportuns. Et c'est ça le problème. Et c'est aggravé en Guyane par le déficit de la démographie Spécialité. médicale. Ouais. Nous avons très peu de spécialistes en Guyane. Et du coup, quand on a besoin de l'avis d'un spécialiste, justement pour savoir si l'arrêt est justifié, qu'est-ce qu'on fait, eh ben, des fois, on attend des mois avant d'avoir l'avis du spécialiste. C'est valable pour les neurologues, par exemple. C'est valable pour les rhumatologues. On n'a qu'un seul rhumatologue en Guyane. Donc, le problème, il ne vient pas forcément du médecin. Il vient du fait qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de prolonger l'arrêt de maladie de son patient, notamment en psychiatrie, parce qu'il attend l'avis du spécialiste. Alors, Jacques Breton, certains de vos confrères, et vous l'avez dit, Mhm. accusent les députés de faire du Mhm. bashing contre les médecins. Mhm. De dire que, en Mhm. fait, tout ça, c'est parce qu'il y a des Mhm. médecins qui font des arrêts de complaisance, alors qu'en fait, il semblerait que un des problèmes, parce qu'il y a eu une explosion des arrêts maladie quand même dans les 3 dernières années, il y a eu une explosion des arrêts maladie remboursés par la sécurité sociale, et il semblerait que ça provient plus de la e-médecine, c'est-à-dire la possibilité pour quelqu'un de demander son propre arrêt en tapant sur son ordinateur. Expliquez-nous ça. Alors, il y a deux choses à rajouter sur cela. Un, effectivement, il y a par la télémédecine, il y a eu beaucoup d'abus. Alors, ça a commencé à être régulé par la sécurité sociale à juste titre. Hmm. C'est-à-dire que les gens appelaient un médecin même en dehors de leur zone géographique et pouvaient se faire attribuer un arrêt de travail. Donc ça, c'est une anomalie à corriger. Il y a une deuxième chose, puisque les députés, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Pour les arrêts de travail, je n'ai pas du tout entendu parler que les gens du secteur privé et du secteur public devaient être traités de la même façon. Je pensais qu'on était des Français équivalents, hein, mais quand vous êtes dans le privé, eh bien, vous avez quand même 3 jours de carence, alors que vous êtes dans le public, vous avez quasiment zéro. Hmm. Donc, si on va faire des économies, messieurs les députés, Je crois qu'il y a eu une allez-y, proposition qui va dans le sens, mais elle n'est pas passée. allez-y avec courage. Hein, mais le courage, c'est pas tout à fait français là, à l'Assemblée nationale. Hein, donc, plutôt que de nous refiler le bébé, y compris sur le déficit de la sécurité sociale, faut avouer qu'il y a 2 ans, on a quand même versé 20 milliards à l'hôpital public, sans aucun plan structurant pour ces 20 milliards. Hmm. Donc, c'est bien beau, mais nous, on veut simplement qu'il y ait une égalité là aussi de traitement. Hein, et si vous voulez chercher il faut faire des économies parce qu'effectivement, je dirais, le système n'est pas bien géré, hein, mais on ne veut pas être, je dirais, les seules personnes à accuser, d'autant plus que les gens qui travaillent quand même énormément, et ça, toutes les statistiques le prouvent, ce sont les médecins de terrain, les médecins de première ligne. Donc, c'était très mal vu. Alors, heureusement, je vais pondérer, dans notre Guyane, Oui. députés et sénateurs n'ont pas du tout fait de bashing sur nous. Et au D'accord, contraire, tant ils nous mieux, tant soutiennent. mieux, c'est bien de le Hein, dire, en tous les cas. mais de il faut reconnaître. le dire, il faut le dire. Mais puisque vous parlez de la Guyane un petit peu, il y a aussi une particularité à mon avis, je ne sais pas si beaucoup d'auditeurs ou de téléspectateurs ont la connaissance de cette situation. La place de la médecine privée que vous représentez, messieurs docteurs, sur ce plateau, en Guyane, est beaucoup plus importante qu'elle l'est, puisque vous parlez d'hôpitaux publics, du privé. Bon, alors, c'est pas forcément un signe de vitalité de la médecine privée en Guyane, c'est surtout, à mon avis, un signe de défaillance de la partie publique, de la santé Mhm. en Guyane, mais il m'est revenu que, effectivement, la médecine privée occupait une place plus importante en Guyane qu'au niveau de la France hexagonale. Elle occupe une part importante. En métropole, 80% des consultations sont faites par la médecine libérale et 60% des interventions chirurgicales sont faites par le libéral aussi.
Le problème, c'est qu'en Guyane, si c'est valable pour les consultations, c'est pas tout à fait valable pour les interventions Ah oui. chirurgicales, parce qu'on a très peu de plateaux techniques pour intervenir chirurgicalement. Par contre, ce que je peux dire, c'est que au niveau des chiffres nationaux en métropole, vous avez 3600 consultations par an en moyenne par médecin. Mhm. En Martinique, en Guadeloupe, c'est 4500. En Guyane, c'est 6500. Ah oui. Donc on fait 2 fois plus de consultations qu'un médecin en moyenne que la médecine en libéral. Le chiffre moyen de patients médecins traitants par médecin, c'est 1100 ou 1200 en métropole. En Guyane, on a des médecins qui ont 4000, 5000 patients déclarés médecins traitants. D'accord. Donc je veux dire, Et pour vous, c'est une surcharge. c'est une surcharge, ça veut dire Pour que... certains, ça peut être une recherche de profit du médecin. Je vous le Non, dis. non, mais ça veut tout simplement dire que C'est une surcharge. individuellement, on ne peut pas faire plus. Ouais. On est au taquet. C'est peut-être au détriment de la qualité aussi des. Enfin, et la charge de travail, elle est importante. Donc pour les médecins, c'est clair. Mais derrière, un médecin qui Mais défile comme ça des examens. le problème qu'il y a, c'est que si Pour les vous voyez burn-out. moins de malades que ce que vous voyez habituellement, qui va voir vos malades que vous n'avez pas vus en Guyane? Personne n'est capable. Vous avez un cabinet qui voit 60 malades par jour. Ce médecin, s'il part à la retraite, personne autour de lui est capable d'absorber ces 60 malades par jour. On va venir à cette problématique de démographie médicale qui vous est chère, je le sais, et puis également, accessoirement, de cette position du Parlement sur ce sujet-là au niveau national, hein, mais qui chez nous a un impact immédiat. Je voudrais revenir avec vous sur une des raisons importantes, vous en avez parlé, de votre grève, c'est cette histoire de vouloir vous verbaliser en cas de non-utilisation du dossier médical partagé. Alors, avant de vous entendre sur ce sujet, de vous entendre protester sur ce sujet, je voudrais quand même vous dire que le dossier médical partagé, à la base, c'est une belle idée. L'objectif est effectivement d'éviter, on en parlait tout à l'heure, ces patients, là cette fois-ci c'est le patient qui porterait la responsabilité, d'aller consulter un médecin, d'obtenir une radio parce qu'il a... ok, et puis le lendemain il va chez un autre médecin, et il obtient une deuxième consultation pour une deuxième radio ou un scanner. Ça reste une bonne idée, non? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas, ou comment est-ce que ça marche, plutôt, avant que je dise que ça ne marche pas, chez nous en Guyane? Alors ça ne marche pas ni en Guyane ni en métropole, hein. Donc pour la raison bien simple, c'est que l'outil technologique est de mauvaise qualité. Et donc, pendant un moment sur l'Île-de-France, comme ils ont vu que les médecins ne le remplissaient pas, ils ont demandé aux pharmaciens. Sur l'Île-de-France, ils ont, je crois, en un an, il y a eu à peu près 200 dossiers qui ont été ouverts. Donc, ça veut dire... et pourquoi? C'est pas parce qu'on est opposé. Au contraire, nous, on voudrait bien avoir accès à tous ces examens et pas redemander les mêmes choses et être très informé de la situation d'un patient. Mais parce que technologiquement, eh bien, c'est un échec et ça fait 20 ans qu'on nous balade. Donc, visiblement, là, la responsabilité, elle n'est pas du tout des médecins, tant du public que du privé, parce que c'est pour tout le monde, et personne ne l'utilise bien parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, donc ce n'est pas fluide, on perd beaucoup de temps. Donc, quand le dossier médical sera efficace, et d'ailleurs, ça a été quand même immédiatement retoqué, puisqu'ils ont proposé de le remettre obligatoire à partir de 2028. En une semaine, ça a changé. Donc, l'appréciation a quand même été confirmée. Donc, et il faudra quand même que les gens qui sont chargés de ce dossier informatique, et c'est qui ça qui est chargé? Ça c'est la caisse d'assurance maladie et qui passe les marchés. Pour avoir un instrument. C'est un prestataire. Ah oui, c'est un prestataire. Donc, et nous, on peut suivre, mais pour l'instant, il faut qu'il y ait un bon outil à disposition. Donc, personne ne le valide, tant dans le public que dans le privé, parce que ce n'est pas fluide. À titre anecdotique, puisque je crois que vous avez... Enfin, on va y revenir à la fin, puisque vous avez rencontré le directeur de l'ARS de Guyane. À titre anecdotique, en Guyane, il y a combien de dossiers médicaux partagés? Vous avez de chiffres sur le nombre de patients? J'ai les miens. J'ai 2000 patients déclarés médecins traitants. Ouais. J'ai 3 patients qui ont un dossier médical partagé. D'accord. Bon, alors, ça allait comment dans l'esprit de nos législateurs là? Parce que je crois que cette obligation est le fruit d'un amendement au Parlement. C'est pas, on ne peut pas mettre ça sur le dos de la caisse d'assurance maladie.
Absolument, absolument. C'est-à-dire que les législateurs, qui théoriquement devraient être proches de la population, en tout cas, ils ne sont pas proches des médecins de ville. Donc Hein. ça, il faudra quand même bien le savoir au moment des élections, hein. Donc je suis désolé, les législateurs qui se prennent pour des grands spécialistes, plus que les agents de la sécurité sociale, de l'ACNAM, que les médecins publics et privés, ils devraient être un petit peu plus modestes et un peu moins arrogants. Et nous, on est prêt à travailler avec tout le monde. On veut que le système fonctionne depuis tout le temps. On veut travailler dans de bonnes conditions. Donc, demandez-nous, mais plutôt que de nous imposer des choses de façon très simpliste, hein, et à la limite de l'imbécilité, comme je l'ai dit, Ah ouais, à- l'amende pour le DMP, allez quand même vous le plafond informer. des arrêts de travail, C'est tout ça. 2500 € d'amende par dossier DMP non consulté. Donc ça veut dire qu'automatiquement, si on appliquait ça, je vais vous D'accord, dire, c'est non, pire que, je vous pire dis, que le délit routier. ça. imaginons que cette mesure soit appliquée. Oui. Je vous dis que dans un an, il y a 50% des médecins qui quittent la France. Il quitte la France. Bah, évidemment, puisque la France n'est pas isolée. C'était comme l'obligation pour les jeunes médecins d'aller dans les zones où on vous dit d'aller. On va y aller, on va Mais- y arriver et- en deuxième partie d'émission et- parce que nous avons la petite coupure commerciale à laquelle vous êtes habitués, qui fait sourire le docteur Breton. Tout finit par des questions d'argent. Mais bon, non, soyons plus sérieux. En tous les cas, vous avez dit, attention, 50% des médecins peuvent quitter la France si rien n'est fait. On y revient tout de suite après. Restez bien en ligne. Et là, vous pourrez nous appeler au 05 94 36 36 06. Rebonjour à toutes et à tous et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie du Grand Forum, un Grand Forum que nous consacrons à connaître les raisons de la colère des médecins libéraux qui se sont mis en grève depuis le 5 janvier. Une grève particulièrement suivie en Guyane, hein, selon les statistiques données par l'un de nos deux invités, Christian Rohrbecher. C'est le président du syndicat des médecins libéraux de Guyane, mais il est accompagné aussi de Jacques Breton, qui lui est président de l'Union régionale des professionnels de santé, section médecine en Guyane. Alors nous avons évoqué avec eux plusieurs raisons hein, de ce mouvement de grève. On va essayer de venir sur les avancées éventuelles, sur les solutions éventuelles dans cette deuxième partie. Mais je voudrais juste, parce que pendant l'interruption, une information que j'ai reçue, on parlait donc, une des raisons de cette grève, c'est vouloir verbaliser les médecins à raison de 2500 € d'amende par dossier sur le dossier médical partagé s'ils n'utilisaient pas le dossier médical partagé. Mais vous m'avez dit qu'en plus, le DMP, non seulement ça ne marche pas, encore moins ici qu'en France, mais qu'en plus, le DMP, c'est pas le médecin qui doit le mettre en place, c'est le patient. Tout à fait. Tout à fait. C'est donc le principe de quelque chose qui n'est pas bien validé, c'est clair, hein, et c'est le principe de la sanction. Je dirais 2500 € juste pour un papier que vous n'avez pas rempli alors que vous soignez. Je crois qu'il n'y a aucun autre métier qui soit taxé autant. C'est-à-dire que vous voyez quand même 10 patients seulement, vous avez déjà 25 000 €. Donc vous fermez la boutique. Ça veut dire que automatiquement, c'est ce que je disais, vous demandez aux médecins de partir de France parce qu'ils ne vont pas aller dans le public, hein, et ailleurs. Je rappelle que quand même la première profession qui est recherchée dans le monde occidental, là où il y a de l'argent, c'est médecin. Ah. Hein, c'est médecin. Donc, vous pouvez passer la frontière. Il y a 3 fois plus de médecins qui se sont installés en Suisse, de médecins français qui sont installés en Suisse les 3 dernières années. Et il y a d'autres territoires où c'est encore plus intéressant que d'aller en Suisse. Donc, il faut faire attention, les jeunes ne sont pas si bêtes. Nous, on va rester parce qu'on a nos habitudes, tout ce que... Mais je veux dire, les jeunes peuvent passer la frontière C'est la question que je vais vous poser. avec parce que- aisance. Le diplôme est reconnu partout. Et partout, vous avez un accompagnement. Même vous avez un accompagnement, c'est-à-dire vous ne savez pas parler danois ou italien. Vous avez un accompagnement. Vous avez un accompagnement pour la famille. Vous êtes payé. Et je vous assure que vous êtes mieux accompagné qu'en France, hein. Donc, c'est la question il que je faut voulais faire vous poser, attention. docteur Breton, parce que revenons en Guyane, parce que alors, en plus vous vous inquiétez hein, beaucoup. En Guyane, on sait qu'on manque de médecins, de manière générale. On sait en plus, on l'a entendu, on l'a découvert, que la population des médecins libéraux vieillit. La démographie médicale en Guyane inquiète tout le monde. Alors à titre anecdotique, en plus, je
crois qu'on revient à ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et là, je crois que c'est encore les députés, mais je ne suis pas sûr. euh, qui voudraient empêcher les médecins qui sont atteints par l'âge de la retraite et qui continuent à travailler à cumuler emploi et retraite. Vous avez entendu parler de ça Oui, mais Stéphanie Rist a eu, La ministre de la Santé. oui, a eu une réunion avec le président de notre syndicat Rapprochez-vous du national. micro. De notre syndicat national et donc elle a dit que cette disposition serait suspendue. D'accord. C'est-à-dire qu'elle serait suspendue. Ce qui se passe, c'est qu'ils avaient décidé que les médecins qui prennent leur retraite à taux plein à 62 ans, en sachant que ça concerne essentiellement les femmes, parce que les femmes ont des semestres supplémentaires en fonction du nombre d'enfants qu'elles ont eu, que ces femmes qui prendraient leur retraite à taux plein à 62 ans, si elles continuent à travailler, leur revenu d'activité serait déduit de leur retraite. Donc, elles n'auraient aucun intérêt à continuer à travailler, et cela jusqu'à 67 ans, parce que 67 ans, c'est l'âge officiel de la retraite à taux plein. Ouais. Donc, nous, on a dénoncé cette mesure qui était discriminatoire vis-à-vis des femmes, et puis surtout qui était contraire à l'attractivité, parce qu'on allait pousser les médecins retraités de 62 ans à arrêter de travailler complètement, à fermer leur cabinet. Et Stéphanie Rist a dit donc à la réunion avec notre président, Franck de Wilder, que cette décision a été suspendue dans les ZIP. Dans les ZIP dans les zones prioritaires. Les zones prioritaires. Or, la Guyane est totalement en ZIP. Ah, on est, on est prioritaire. Voilà, donc ça ne nous concerne plus, d'accord. cette décision. Okay. Par contre, ça concerne encore certains territoires en métropole, en sachant que je crois qu'il y a 27% des territoires en métropole qui ne sont pas en zone prioritaire. Alors, heureusement qu'on est en zone prioritaire pour cette mesure, mais c'est aussi la traduction d'une crise de l'accès aux soins en Guyane. Et là je voudrais en voir avec vous, on en a parlé à plusieurs moments. Toutes ces mesures, vous l'avez dit, vous avez employé les termes, vont diminuer l'attractivité de la profession médicale. Donc, carrément, les jeunes, soit ils vont se former, mais ils iront exercer ailleurs, soit ils choisiront plus la voie de la médecine pour faire leurs études. Bon, pour nous, chez nous en Guyane, parce que l'attractivité en Guyane, c'est une vieille affaire médicale. Je me souviens de cette volonté de Georges Ottilie, il doit y avoir 30 ans. 30 ans. Il voulait créer une zone franche médicale en Guyane parce qu'il n'y avait pas de médecin à Saint-Laurent, passer de médecin à Saint-Laurent, on n'avait pas du tout à Saint-Georges, et je ne parle pas du fleuve. Les communes ont également fait des efforts. Alors, c'est vieux aussi, mais les maisons de santé, ça a existé en Guyane. Offrir donc le cabinet, offrir les locaux aux médecins. Et tout ça, ça n'a pas marché, ça continue à ne pas marcher. Alors ça ne marche pas, je dirais oui et non, parce que comme je le disais, les médecins, même s'ils travaillent 2 à 3 fois plus, comme a dit Christian Rabacher, il faut avouer que, comme dans tous les métiers, quand vous travaillez beaucoup, c'est un peu comme les joueurs d'échecs. Plus vous jouez, plus vous savez jouer. Donc, on est habitué à travailler vite, on est habitué à des pathologies très complexes, parce que d'abord, on n'a pas beaucoup de relais, et donc, je dirais, le niveau est quand même bon. Et on n'a pas des indicateurs de santé où il y aurait des fautes professionnelles majeures, je dirais, c'est le contraire. Néanmoins, ce mouvement de grève est effectivement, comme je l'avais dit, ici, en Guyane, on le vit autrement. Parce que on est évidemment solidaire de ce qui s'est passé. Mais nous, ce qu'on veut, c'est quand même qu'il y ait des changements profonds dans la Guyane pour que ce soit adapté à notre territoire. Et ça, c'est important. Je vous interromps parce que je suis sûr que vous allez me dire non, on veut, mais on ne veut pas ça. Face à ces difficultés d'avoir certains territoires dotés de médecins, de spécialistes et autres, l'obligation d'installation quelque part pour les jeunes dans tel ou tel territoire est prise par les médecins libéraux que vous êtes comme une atteinte fondamentale à leur liberté d'exercer. Pourtant, ça pourrait fonctionner, ça pourrait aider à fonctionner. Non, mais là, c'est dans un monde imaginaire. Je dirais que c'est 2-3 siècles avant. Mais qui va empêcher un médecin qui a 28 ans, avec un diplôme, un doctorat de médecine, de dire « je vais travailler où je veux ». Vous l'obligez à aller
en Martinique, en Guyane ou je ne sais où en France, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut prendre son diplôme et comme je vous l'ai dit, il traverse la frontière et il va partout. Et en plus, il gagnera mieux sa vie, il sera mieux traité. Et les conditions d'exercice dans beaucoup de pays sont quand même meilleures. Il faut quand même rappeler que les indicateurs de santé en France ne sont pas les meilleurs. On est classé 10e en Europe. Donc on n'est plus dans le top. Donc quand vous êtes jeune médecin et que vous aimez votre métier, c'est pas seulement une question d'argent, parce que souvent il y a des députés qui simplifient tout, ils veulent gagner de l'argent. Non, on veut aussi, comme dans tous les métiers, on veut travailler dans de bonnes conditions. Ces jeunes médecins, vous l'obligez à venir à Cayenne, comme à une certaine époque. Oui, pas si lointaine que ça, vous dites, pas si lointaine que ça. Comme à une certaine époque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont pas bêtes. Ils disent, tiens, mais attendez, on m'offre un super contrat au Danemark, en Norvège. Attendez, j'y vais. Et bien sûr. Donc, c'est ça qu'on veut vraiment. Donc, il faut bien savoir que plus qu'avant, avec notamment maintenant, il y a l'éruption des réseaux sociaux, tout le monde est super informé. Je vais vous dire, il ne faut pas taper sur les gens, il ne faut pas les pousser. Alors il ne faut pas les pousser quand même. Justement, Christian Rohrbacher, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter un jeune Guyanais qui s'engage dans des études de médecine, qui vient d'être diplômé ou qui va l'être, à revenir en Guyane? Il faut lui offrir mieux qu'en métropole. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il faut lui offrir des conditions de travail, des conditions de loisirs, parce que quand vous vous installez dans une commune isolée, il n'y a pas que le travail du cabinet, il y a tout le cadre de vie qui compte. Est-ce que vous avez un emploi pour votre femme? Est-ce qu'il y a des loisirs pour vos enfants? Est-ce qu'il y a des possibilités de s'instruire, de voyager, de se divertir? Tout ça, ça compte. Si le médecin... vous avez des médecins guyanais qui sont installés en Guyane, dont l'épouse était métropolitaine, ils sont restés 2 ans en Guyane parce que l'épouse ne se plaisait pas en Guyane et puis qu'elle a souhaité retourner en métropole. Et du coup, le médecin, bien sûr, a suivi son épouse. Alors, il faut leur offrir mieux qu'en Guyane. On a plein de contraintes en Guyane. On a l'insécurité. Oui. On a le coût de la vie qui est majoré. Les médecins hospitaliers sont majorés de 40%. Tous les médecins salariés, que ce soit les cliniques, la Croix-Rouge, la Sécurité sociale, l'ARS, sont majorés de 40%. Les médecins libéraux sont majorés de 20%. Sur les consultations, sur les actes techniques, ils sont majorés de 4%. Le radiologue, Ben Salah, il touche 4% de plus qu'en métropole. Est-ce que vous croyez franchement que ça incite les radiologues de métropole à venir travailler en Guyane? Oui, vous avez certainement raison. La problématique reste malgré tout entière, parce que la problématique de l'expatriation, puisque c'est pas propre aux médecins. Ce phénomène, les entreprises le connaissent au niveau de l'encadrement, celles qui vont chercher des cadres à l'extérieur, indiquant ne pas les trouver sur place, effectivement, il y a une certaine volatilité. Il reste 2 ans, 3 ans. Effectivement, si madame n'a pas de boulot, ou si monsieur, parce que ça peut être madame qu'on a fait venir, ne trouve pas de boulot, après, on retourne au pays, quoi. Donc, cette problématique... Moi, je voulais aborder avec vous aussi le problème de l'attractivité médicale. L'intérêt pour un médecin à venir, est-ce qu'aujourd'hui, le contexte, notamment avec du nouveau centre hospitalier universitaire, va permettre d'augmenter l'attractivité de la Guyane? La Guyane est quand même un territoire, vous l'avez dit. Les médecins de Guyane sont des sachants et de toutes les manières en font plus qu'ailleurs parce qu'ils y sont obligés. Mais on connaît l'attractivité de la Guyane sur en médecine tropicale. Enfin, il y a des spécialités qui sont connues. Est-ce que ce CHU va apporter quelque chose à l'attractivité médicale de la Guyane? Alors, effectivement, vous avez bien raison. Et d'ailleurs, on en a parlé avec l'ARS et avec la préfecture. Tout n'est pas un problème justement matériel. Il faut régler les problèmes matériels parce qu'on ne peut pas être moins attractif financièrement que des régions de métropole. Ça, c'est clair. D'accord. C'est le minimum. Alors qu'on on le serait actuellement, d'après ce que nous comprenons, on est devenu moins attractif. On est moins attractif financièrement que de travailler en métropole. Donc ça, ce sont des anomalies. Mais je dirais que la Guyane peut être attractive. Effectivement, le CHU est une des pierres de cette attractivité
Et la Guyane peut être une zone quand même assez originale, comme je vous l'ai dit, où on a plaisir à travailler parce qu'on fait de la médecine de qualité, on fait dans un environnement qui est particulier. Certes, il y a l'insécurité, mais je dirais que le cadre de vie en Guyane, les relations que l'on a en Guyane, même s'il y a des choses anormales, des incivilités, je dirais qu'on apprécie. Là, je viens, avant de venir ici, j'étais juste dans la commune de Roura pour essayer de trouver un système d'implantation, justement, de consultation. Bonne idée, parce que c'est une des communes où effectivement il y a eu des efforts de fait. Et donc c'était un vrai, voilà, et c'était donc un vrai plaisir de communiquer avec toute l'équipe municipale et puis avec les quelques habitants. Et puis on essayera de trouver une solution globale. Et ça fait partie des choses qui sont exceptionnelles et qu'on ne peut pas avoir quand vous êtes en métropole. Quand vous êtes en métropole, vous avez un cabinet, vous ouvrez, vous fermez la porte, vous voyez personne. Alors qu'en Guyane, le très gros plaisir, c'est déjà la communication avec tout le monde, qui est différente. Et puis aussi, on a beaucoup de missions de santé publique qu'on assure. Et ce qui ne se passe jamais en métropole. En métropole, soit vous êtes dans la santé publique, vous faites que ça, soit vous faites que ça. Nous, on fait tout. Et c'est beaucoup plus passionnant. D'accord. Messieurs, je vais vous demander de mettre votre casque. Et on va prendre deux auditeurs qui nous ont appelés au 05 94 36 36 06. Et on va répondre à leurs questions. Alors... Merci. Donc, on prend Laurence. Laurence qui est au téléphone. Bonjour. Bonjour, Laurence. Oui, bonjour, monsieur Le Pelletier. Merci pour l'émission. Bonjour, messieurs les médecins. Attendez. Je crois qu'il y a un petit problème de casque, Laurence. On ne vous entend pas. Ah, il n'est peut-être pas branché. Ouais, je vous demande de patienter un petit moment, Laurence, parce qu'on a un de nos deux invités qui a un petit souci de casque. C'est le docteur Breton. Et comme je sais que c'est surtout au docteur Breton, au docteur Horbacher, que vous allez vous adresser. Ça y est, c'est fait. Vous pouvez poser votre question, Laurence. Oui, alors j'ai deux questions. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde, bonjour. Alors je disais, j'ai deux questions. Ma première question, c'est de savoir si ça fonctionne toujours, les médecins de garde. Je reste pour avoir les réponses. Je ne vais pas raccrocher. Non, je vous en prie, on va vous répondre. Les gardes. Est-ce que les médecins de garde existent toujours ? Alors, les médecins de garde existent toujours. Je réponds à votre première question. Et même pendant la grève, je vais vous dire, lundi soir, j'ai été de garde à l'hôpital de Cayenne. Donc, ça fonctionne. Et les gardes fonctionnent. Effectivement, on a gardé l'effective des gardes pendant la grève. Voilà, Laurence, réponse à votre première question. Voilà. Ma deuxième question. Donc, monsieur Le Pelletier, vous savez très bien d'où je vous appelle et d'où je sors presque, de la Guadeloupe, où j'ai vécu quand même 2 ans. Ce que je veux signaler, c'est qu'il y a un fonctionnement assez particulier qui a commencé en Guyane, c'est qu'il y a des médecins, il y a des kinésithérapeutes, lorsque ils ont fini de vous soigner, en plus de la carte verte, en plus de la mutuelle, réclament de l'argent claquante, chantante, dansante. Donc, il faudrait que ces deux présidents qui sont en présence sur le plateau puissent répondre comment ça, de quel droit ça se fait, et puis ceux qui le font, suivez mon regard, arrêtez ça. Il faut, ça s'appelle, moi, me l'a fait une fois, on m'a réclamé 8 € en plus de ma carte verte, il y a ma mutuelle et tout. J'ai dit à la personne, de quel droit? Et là, elle m'a dit, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Il y a beaucoup de médecins qui réclament de l'argent claquante et dansante. Voilà, raison. Merci beaucoup. Vous avez raison, il y a une explication. On va franchement répondre à votre question tout de suite après. On a en deuxième intervenant Lucette. Merci. Oui. Allô? Pardon? Ah, c'est Chico, alors. Mais sur quel... Allô? Oui, bonjour Chico. Lucette est en partie. Rappelez, allô, Lucette, bonjour. Félicitations pour l'émission. Et puis, bonjour à vos invités. Alors, moi, personnellement, je suis contre la grève des médecins. Parce que moi, je dis que les médecins en Guyane sont bien lotis. Déjà, il n'y a pas beaucoup de médecins. Faire la grève, c'est inacceptable, insupportable, quoi. Parce que la Guyane, c'est un grand département vaste et il n'y a pas beaucoup de médecins. Si les médecins ne veulent pas venir en Guyane, c'est leur choix. S'ils ne veulent pas travailler, c'est leur choix. Mais il ne faut pas faire la grève pour prendre la population en otage parce que la Guyane, c'est un jeune département. Il y a beaucoup de jeunes en Guyane. Alors, il faut vous mettre au travail pour les Guyanais, quoi. Parce que la Guyane a besoin de beaucoup de personnel de santé. Alors,
moi je dis la grève, c'est vraiment, c'est pas intéressant de faire la grève. C'est ça que je voulais dire. Allez, au revoir. Merci Chico, un avis bien tranché de Chico, mais il exprime peut-être le point de vue d'un certain nombre de vos patients. Donc, faut interdire le droit de grève, purement et simplement. C'est bien. Hein. Et puis, je vous signale que la période de l'esclavage est terminée. Monsieur Breton, docteur Breton, vous allez un petit peu loin là. Je pense pas que. Mais on peut l'obligation, comme on a dit déjà, on travaille 3 fois plus que la moyenne nationale. Moi, j'ai 70 ans. Hein, et je demanderai à ce monsieur à quel âge il va prendre sa retraite. Hein. Donc, il est plus jeune, Chico. Et je veux dire, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, quand je le fais, c'est pour défendre la population aussi. Et ça, pour la population, je crois qu'il y a beaucoup de Guyanais qui savent que je me suis beaucoup impliqué. Donc, il ne faut pas faire du bashing comme beaucoup de députés l'ont fait. Docteur Rambacher, moi je tire aussi de notre... par rapport à la réflexion de Chico, on n'oublie pas, Laurence, on ne l'oublie pas, sur le problème des honoraires. Vous y répondez tout après, mais je voulais juste réagir sur cet aspect. Moi, ce que j'ai retiré également de l'objectif de votre mouvement de grève, c'est d'éviter une désertification médicale encore plus grande si rien n'est fait. Le but de la grève, c'était surtout de montrer à la population, à nos élus, à nos institutions, ce que sera demain l'accès aux soins des Guyanais quand il n'y aura plus de médecins libéraux en Guyane. Parce que le nombre de médecins libéraux diminue drastiquement tous les ans depuis l'année 2020 à peu près. Et puis si on ne fait rien pour attirer des médecins en Guyane, pour améliorer l'attractivité, ça ira en dégringolant. Pour vous donner une idée, en 2020, on était 110 médecins généralistes. Actuellement, on est 92 sur le territoire et la population augmente de 2% tous les ans. Donc la population augmente, le nombre de médecins généralistes diminue sur le territoire. Notre but, c'était d'alerter les institutionnels et les élus sur la situation que sera la Guyane demain. On voudrait surtout éviter qu'il se passe ce qui s'est passé à Mayotte, où ils étaient 35 il y a encore 4-5 ans. Ils sont 7 ou 5 actuellement. 4. Ah oui. 4. Il n'y a plus que 4 médecins à Mayotte. Ils sont plus que 4 médecins. Il y a les éléments extérieurs, évidemment, le cyclone et autres, mais enfin, donc, vous voyez... là, on est dans une situation de crise. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est qu'on est conscient qu'on a occasionné une gêne vis-à-vis de la population et qu'on les a mis dans l'embarras, mais c'était le prix à payer pour sensibiliser l'ARS, la préfecture, sur nos difficultés. Et d'ailleurs, ça a porté ses fruits. Avant d'arriver aux fruits et aux résultats, donc justement de vos divers entretiens, en particulier avec le directeur de l'ARS Guyane, je voudrais juste un mot concernant les honoraires. Peut-être une information à donner à Laurence sur le mode de fixation des honoraires par un médecin libéral. Déjà, quand vous allez voir votre médecin, il n'est pas obligé d'appliquer le tiers payant en dehors des CMU et des patients en ALD. Donc si vous n'avez pas la CMU, si vous n'avez pas l'ALD, le médecin... Juste pour les sigles, la CMU, c'est la couverture médicale universelle pour ceux qui ne cotisent pas. Et l'AME, c'est l'aide médicale d'État. D'État, en particulier pour les personnes... En dehors de ces deux cas, le médecin n'est pas obligé d'appliquer le tiers payant, donc il peut vous faire payer la consultation intégralement. Donc quelque part refuser votre carte vitale, c'est ça? Non, il utilise la carte vitale pour faire la feuille de soins. Ah oui, par contre, vous payez la consultation et vous faites rembourser une fois... Par la Sécu. Par la Sécurité sociale. Okay. À ça peut s'ajouter les dépassements exceptionnels. Dépassements exceptionnels, c'est dans la définition, c'est des dépassements d'honoraires que vous pouvez faire exceptionnellement. Par exemple, quand le patient décide de vous voir absolument sur rendez-vous alors que vous consultez sans rendez-vous. Quand le patient demande à vous voir en urgence, alors qu'il n'y a pas d'urgence manifeste. Donc, de temps en temps, vous avez le droit de faire des dépassements exceptionnels. Ces dépassements exceptionnels sont encadrés, ils doivent être, on va dire, appliqués avec tact et mesure. C'est la définition de la sécurité sociale. Donc, voilà. Ensuite... Laurence, vous entendez, tact et mesure. Ensuite, si elle a systématiquement des dépassements qui sont demandés par le médecin, à elle de se rapprocher de la sécurité sociale pour savoir si c'est légal ou pas. D'accord. Il y a toujours un recours, et je sais qu'il y en a 2-3 pour avoir quelques amis médecins. Je sais qu'il y en a 2-3 effectivement qui l'utilisent. Pas toujours à bon escient, il faut bien le dire. Alors, vous avez vos casques, on va prendre une autre auditrice fidèle, Guéguette, qui est avec nous. Oui, bonjour Guéguette. Bonjour Polo. Bonjour les docteurs.
Polo, je suis quelqu'un qui appelle depuis 2017 sur cette radio. Je ne réponds jamais à un auditeur ou une auditrice. Chaque personne est libre de s'exprimer. C'est vrai, parfois, je parle longtemps. Et moi-même, je t'ai demandé, Nia, Gilou, quand je vais trop loin, coupez-moi. Ça me dérange pas, coupez-moi. Parce que je veux bien expliquer les choses. Alors, Mais pour reprendre sur un auditeur, je fais jamais ça, sauf si la personne a nommé mon nom. et alors? Messieurs les docteurs, je suis avec vous de toute force. Nous sommes en manque de médecins dans ce pays-là. Entre parenthèses, Polo, je souhaiterais que tu invites les ambulanciers de Cayenne. Il y a de la souffrance. Il n'y a pas assez d'ambulances. Hier, pour amener mon mari à l'hôpital, depuis avant hier soir, j'ai fait tous les taxis, comment dit docteur, qui travaille avec les ambulances, conventionnés. Il n'y a pas assez. Il y a tout est pris. Toute la nuit, ils ont essayé pour voir, pour demain. On va les inviter. Il y a déjà eu un débat les dessus. Francourt, tout ça. On va les inviter. Ce sont des ambulanciers qui veulent peut-être partir à la retraite. En plus. Les jeunes, prenez cette formation. Il y a un manque et les ambulanciers sont fatigués. D'accord. Docteur, combien de docteurs, j'avais le chiffre. Dans ce moment, ma tête est fatiguée. Combien de docteurs qui manquent sur le pays? Oula. Alors, je vais Je vous crois qu'il y répondre. avait une soixantaine. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que vous voyez. c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, on prend l'exemple, et c'est beaucoup plus parlant, de la Corse ou de la Martinique. C'est à peu près la même population que la Guyane. Ils sont 650 environ. En Corse, 650 en Martinique, médecins libéraux, et nous sommes 160. C'est-à-dire, il n'en manque pas 50, il en manque 500. Et ça commencé, il en manque 500. Je te comprendre créole. Voilà. Je te comprendre créole. Je te commencé, docteur Breton, depuis quand je rentre à Cayenne, bon, ça n'a pas été mon docteur, mon docteur a été José Dorcy. Maintenant, j'ai Ivan Prévost. Oui. C'est comme si ce sont ma famille. Ah oui, mais enfin, il y a une relation. Oui, et José le pauvre, il a fini dans un hôpital. Monsieur Sébastien est mort, Monsieur Diouf est mort. Ces médecins n'arrivent même pas à jouir de leur retraite. En France, nous avons des docteurs en province. Les pauvres qui ne peuvent pas être remplacés, ils vont jusqu'à 90 ans. Un docteur n'a pas d'âge pour ses patients. Huguette. Docteur, ce que vous avez fait, oui. Oui, tu m'as dit qu'on peut t'interrompre parce que comme on a deux personnes qui sont en ligne, si tu as une question précise à poser... Alors, vous avez raison, vous avez pensé à la Guyane et Sinamari, c'était pas facile, Roura non plus. Bravo à vous, parce que vous pensez à l'avenir puisque vous allez vous en aller bientôt. Merci, docteur, de vous faire entendre. Merci Huguette. Je vous souhaite longue vie malgré tout, messieurs. Et on a le dernier auditeur, Momo. Momo, oui, vous êtes en ligne, Momo, vous êtes à l'antenne. Oui, allô, oui, bonjour, vous invitez sur le plateau. Hein. Ben, déjà, moi, je les soutiens à 100%. Hein. Mais les demandes de revendication qu'il y a en ce moment, c'est partout. Madame Guéguette vient d'appeler là concernant les ambulanciers. Nous subissons la même chose que les docteurs, hein, qui est ambulancier ou taxi conventionné. Il n'y a plus de convention d'ambulancier pour la Guyane. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Donc, les gens qui en ont sont maîtres d'eux et ils n'ouvrent pas ça ici. Concernant les taxis, pour être conventionné, il faut attendre 3 ans. Avant, c'était 2 ans. Là, ils l'ont passé à 3 ans et c'est la même chose aussi. Tout baisse, on est parti au rabais, on fait pas mal de choses. Donc, c'est pour les soutenir et c'est tout le monde médical qui en souffre. Donc, voilà. Merci Momo de ce témoignage. Alors, pour les ambulanciers, sans rentrer dans trop de détails, je ne les ai pas tous. Je sais que ce sont des discussions qui sont engagées de longue date, hein, avec notamment l'ARS, pour la problématique d'augmentation du parc, mais que bon, c'est pas évident. Et en plus, pour les taxis, vous le savez comme moi, à date d'aujourd'hui, il y a cette fameuse réforme qui voudrait
qu'on impose le taxi partagé, non plus le taxi, parce que, encore une fois, comme pour les arrêts maladie, les remboursements de la sécurité sociale ont explosé en matière de transport sanitaire. Alors, messieurs, venons-en. Est-ce qu'il y a des points positifs que vous tirez de ces 10 jours de grève? Vous avez eu un contact localement avec le directeur qui vient d'arriver, d'ailleurs, de l'Agence régionale de santé. Qu'en est-il sorti? Vous nous avez fait part de discussions avec la ministre au plan national. Quels sont les résultats obtenus de ces 10 jours de grève? Alors immédiatement, on n'a pas, parce que c'est complexe, hein, c'est quand même assez complexe. Sur le plan national, je dirais que les choses se sont beaucoup atténuées, on est bien d'accord. Et sur le plan local, je dirais il y a quand même le principe, tout le monde admet qu'il y a des situations qui doivent être réglées. Donc le principe, on l'a établi aussi avec la préfecture, c'est de faire une feuille de route, ce qu'on appelle une roadmap, pour qu'on puisse avancer sur des points très précis, très pragmatiques, pour non seulement l'attractivité de la Guyane, mais aussi faire une réflexion globale sur les liens ville-hôpital, bien sûr, puisqu'on travaille tous ensemble, mais de façon mieux coordonnée, qu'on facilite l'accès entre soignants, de soignant à soignant, parce qu'on a des zones d'ombre, hein, et que l'on veut régler. Et faire de la Guyane, je dirais, un modèle nouveau, parce que le gros avantage de la Guyane, c'est que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux, donc on peut maîtriser les interventions entre les uns et les autres. Et je dirais le principe est reconnu. Donc pour nous, c'est bien et c'est totalement différent de la métropole. Et ce dont on a besoin, ce sont les acteurs. Avec la sécurité sociale, on a de bons contacts depuis longtemps. Et je dirais que les liens sont en train de se tisser de façon plus efficace avec la nouvelle direction de l'ARS, avec la préfecture qui suit. Et puis, on va mettre dedans, je pense à terme, quand même la CTG, hein, qui doit prendre aussi sa place, hein, dans ce dispositif commun. C'est-à-dire que l'on repense quand même nos difficultés d'accès aux soins, nos difficultés sur les évacuations sanitaires, nos difficultés pour avoir du matériel de qualité, parce qu'on est encore un petit peu en manque de qualité. C'est comme on n'a pas de PET scan. Donc un PET scan, ça coûte moins cher qu'un scanner ou qu'une IRM, et pourtant il n'y en a pas. Et c'est extrêmement utile. Donc on a ça, ce sont des investissements qui doivent être publics ou qui peuvent être faits de manière privée? Par contre, je ne suis pas sûr que ce spécialiste amortirait son investissement. Alors ça peut être privé comme public. Évidemment, c'est une autorisation de l'ARS. Alors, ouais, je voulais y venir. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir diagnostiquer plus tôt, de mieux surveiller. Donc, au final, on fait des économies, hein. Et en plus, évidemment, les gens sont mieux soignés. Et donc, les médecins peuvent mieux traiter. Donc, il y a des choses on est un peu en retard. Et on en est tous conscients. Et il faut qu'on puisse travailler, comme je vous l'ai dit, c'est aussi l'intérêt et l'attractivité d'ailleurs globale de la Guyane, tant pour les médecins publics que pour les médecins privés. Oui. C'est justement d'essayer de résoudre ces problématiques qui ne font pas partie de nos métiers. En France, dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Le médecin est intégré dans les décisions collectives d'équipement, dans les décisions de fonctionnement. Je vous interromps parce que là, vous nous apprenez, hein, aux auditeurs et téléspectateurs de Radio-Télé Pays, des choses. Vous dites, dans les autres pays, ça se passe autrement, le médecin est intégré. La question que je voudrais poser peut-être à Christian Rohrbacher, et vous avez également dit, hein, docteur Breton, on se remet à table, le préfet, l'ARS, la CTG, je ne vais pas citer les maires, mais enfin, bon, on se remet à table et on recommence. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on fait ça. Et qu'on n'y arrive pas. La question que je voulais poser, éventuellement à Christian Rohrbacher, mais peut-être à vous, hein, vous êtes un des interlocuteurs, notamment sur cette affaire, au niveau du RPS, hein, soyons clairs, c'était quelque part, de manière pratique et pragmatique, qu'est-ce que devraient faire les pouvoirs publics d'un côté, mais aussi les médecins de l'autre, pour améliorer l'accès aux soins, la mutualisation, la discussion entre médecins sont des choses. Et du côté de l'ARS, de ne pas vouloir nous imposer absolument une carte de santé qui ne correspond pas à nos besoins. Est-ce que le nouvel ARS qui est arrivé
a compris ce message. Alors je pense, hein, parce que j'ai beaucoup discuté avec lui, et je pense qu'effectivement le message est passé. Par contre, ça fait pas 30 ans, hein. Ça fait 30 ans que nous, on essaye. On Oui. essaye de travailler. Mais je vous signale que dans les cliniques ou dans les hôpitaux publics, les médecins ne sont pas associés aux décisions. Les médecins ne sont pas associés à la Alors gestion. ça oui, excusez-moi. Mais c'est une anomalie, bien sûr. On ne dit sont pas... pas ou ne sont plus? Non, ils n'ont jamais été. La commission médicale La commission d'établissement, médicale n'a pas n'est- son mot à dire sur le développement des hôpitaux de Guyane? C'est un avis. Ça reste qu'un avis. C'est un avis. C'est consultatif. Donc D'accord. vous n'êtes pas, on n'est pas du tout Les intégré. médecins ne sont pas à leur place donc Oh, dans voilà. le circuit de décision de la Et- santé. Et dans dans d'autres notre pays. pays où d'ailleurs ça coûte moins cher, où on a de meilleurs résultats, eh bien effectivement les médecins ne prennent pas tout, hein, c'est pas ce qu'on demande, mais quand même sont associés à la direction de l'entreprise médicale, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. Et donc ça c'est quand même un très gros défaut de notre système, c'est d'avoir exclu les médecins. Alors qui plus est, dans un territoire particulier comme la Guyane, Christian Rohrbacher, ça fait combien de temps que vous exercez en Guyane, Christian Rohrbacher? Depuis 87, je suis en Guyane. 87. Attends, vous connaissez quand même. Oui, je connais, oui. Est-ce que votre avis est pris en compte par ces fonctionnaires qui nous arrivent pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Et parce que là, c'est tout... franchement, hein, depuis qu'on a mis en place les ARS, je pense que... Moi, je ne suis pas anti-ARS, hein, mais je pense que depuis qu'on a mis en place les ARS, je ne suis pas sûr que ça fonctionne mieux qu'avant. Le problème qu'il y a, c'est que notre avis est partagé par le DG de l'ARS, le DG de la Sécurité sociale, la préfecture, le DG du Trésor public. Bref, tout le monde est d'accord pour localement pour dire qu'il y a un problème d'attractivité, de désattractivité. Actuellement, la Guyane est désattractive par rapport à la métropole. Le problème, c'est que les décisions se prennent au niveau national. Nous avions début septembre un comité interministériel de l'outre-mer qui était prévu avec Manuel Valls, où des décisions importantes devaient être prises. Ce comité interministériel a été annulé par la démission du gouvernement Bayrou. Et depuis, aucun nouveau comité interministériel de l'outre-mer n'est prévu. Donc l'entretien qu'on a eu avec le DG de l'ARS et la préfecture, c'est de relancer ce comité interministériel de l'outre-mer pour pouvoir avancer. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec l'instabilité gouvernementale, on est souvent à 2 doigts d'arriver à régler le problème. Et au moment où on doit signer, le gouvernement saute. On change de ministre. Et tout doit être recommencé. Oui, ça c'est la France et sa politique à date d'aujourd'hui. Alors je disais qu'aussi une responsabilité pouvait être également au niveau des médecins. Une question qui fait débat. Ok, attractivité trop faible, ok, pas assez de jeunes Guyanais pour l'instant. Vous saluez quand même les efforts faits au niveau universitaire avec l'ouverture des années de médecine. Absolument. Ça va attirer des médecins en Guyane, mais est-ce que ces médecins vont rester, vont revenir? Non. Est-ce qu'ils vont s'installer dans le libéral? Oui, parce que s'ils sont tous salariés ou tous à l'hôpital, ça ne va pas régler le problème de l'accès aux soins des patients. Je ne désespère pas. On disait que la Guyane était un pays de fonctionnaires et que l'avenir de nos enfants, c'était dans la fonction publique. Dans la médecine, peut-être que ça sera pareil d'ici 10 ans quand ils seront médecins. Non, mais alors je pose la question, pas qui fâche, mais qui fait polémique. Bon, si on n'a pas assez de médecins français, pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher des médecins à l'étranger? D'abord, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. C'est ce qu'on fait depuis longtemps. C'est ce qu'on fait depuis longtemps. Alors, il y a 2 écueils. Il y a d'une part, il est quasiment impossible de vérifier la qualification. D'accord. Donc on ça, ne peut pas vérifier la qualification des médecins? C'est quasiment impossible. Pour l'instant, c'est l'ordre qui vérifie Alors, il y a une commission ordinale spéciale, et il y a aussi, je dirais, les employeurs qui doivent vérifier. Oui, donc parce ça, que généralement, ce sont souvent des médecins salariés, voilà. Salariés du public. Tout à fait. Et puis la deuxième chose, ou du privé. Je dirais, dans le meilleur des cas, les médecins sont quand même compétents, mais on a quand même un gros problème, et surtout pour nous, en Guyane. Est-ce que, moralement, c'est bien de piller un pays qui a déjà peu de médecins? Donc, je vous rappelle quand même que la France s'est fait virer d'Afrique avec quand même des bons coups de pied au cul. Mais je vais vous dire que quand les femmes n'ont plus du tout d'obstétriciens au Bénin, parce que la moitié sont déjà à Saint-Laurent, et ainsi de suite, je veux dire, est-ce que vous croyez que les Français sont crédibles?
Donc, ce n'est pas bien de piller quand même les pays qui ont déjà peu de ressources. Donc, s'il y a des gens qui trouvent que c'est très bien, moi, je suis désolé, je ne suis pas du tout de votre avis. D'accord. Donc, je trouve que c'est immoral. On a un problème de démographie médicale. On est un pays riche. C'est un problème sans solution. Mais c'est à nous de trouver les solutions parce qu'il y a des pays En qui France, sont... il y a déjà une insuffisance, Mais- une démographie médicale qui est en baisse. Hein. On a numerus clausus. Il faut augmenter le nombre d'étudiants et puis, Oui, mais ça, c'est à 10 ans. inciter les médecins étudiants à s'installer dans le libéral. Le Non, problème, c'est ça. le problème, D'accord. si on était tous pareils dans le monde, mais c'est faux. Dans l'Europe, il y a des tas d'endroits où tout se passe très bien. Donc, je suis désolé, et c'est là où nos politiques qui nous donnent tant de leçons, vous devriez peut-être aller vous informer, passer la frontière, plutôt que de passer des vacances, aller bosser un peu à l'étranger, et puis revenez quand même comme un chef d'entreprise qui va faire du benchmarking, pour voir comment Quels sont les pays on pourrait que faire vous mieux. citeriez en exemple où il faudrait qu'on aille voir que ça se passe bien? Alors, il y a le Canada, certaines régions du Canada, et puis tous les pays scandinaves. Et les pays scandinaves. Tous les pays D'accord. scandinaves, donc de façon très simple pour nos auditeurs. Où le système social est pratiquement équivalent au nôtre, en matière de... Là, je parle pour le patient, où pareil, il y a quand même une couverture. Oui, il y a une couverture. sociale Mais il faut importante. savoir que dans ces pays-là, l'espérance de vie Le problème n'est pas là. en bonne santé est plus 8 ans par rapport à la France. Ah Donc, ouais. et en plus, ça coûte moins cher. C'est donc vraiment un problème. C'est pas un problème d'argent comme on disait, parce que Voilà. certains veulent dire aussi que on entend ça de plus en plus. Les Français, vous êtes gâtés, arrêtez, on n'a plus les moyens d'entretenir la santé gratuite, l'école gratuite, tout ça, ça va s'arrêter parce qu'il n'y a plus d'argent au niveau de l'État. Bon, en fait, on se rend compte qu'il y a des pays où ça fonctionne bien avec Oui. les mêmes prestations. Et ils dépensent moins, ça veut dire que c'est mieux organisé. Donc il faut s'en inspirer et il faut aller regarder et il faut arrêter dire parce que pendant longtemps on dit oui c'est le premier système de santé au monde. Non, c'est le premier système où les gens ont le meilleur accès à la santé où ça coûte le moins cher. Quantitativement, effectivement, Voilà. l'offre de santé était. Mais les résultats, Qualitativement, peut-être. dans les résultats, on a à apprendre avec l'humilité d'apprendre. Alors, je voudrais aborder ensuite un sujet qui, je sais, vous tient à cœur. C'est un sujet, c'est étonnant d'ailleurs. Vous voyez, on parle beaucoup de santé, de médecine, d'accès aux soins. Mais il y a un sujet qui vous tient à cœur. C'est ce problème de l'administration, enfin du poids administratif de votre métier. À date d'aujourd'hui, messieurs, quand vous avez eu vos diplômes, je ne sais pas si vous imaginiez que vous seriez obligé de passer autant de temps devant votre écran, de votre tablette, pour pouvoir remplir des cases, pour exercer en fait votre métier. Christian Rohrbacher. C'est vrai que le problème administratif prend un temps considérable dans le temps de la consultation. Moi, j'estime que sur une consultation de 15 minutes, il y a 5 minutes où on examine le malade et 10 minutes où on fait de la paperasse. Pour vous donner une idée de ce qui est aberrant, donc, dans la dernière convention, il était prévu de soulager le médecin des charges administratives pour qu'il puisse consacrer plus de temps au temps médical. Et puis après la dernière convention, on nous a sorti par exemple les attestations pour l'Ozempic. Pardon ? Les attestations pour l'Ozempic. L'Ozempic, c'est un médicament que vous donnez pour les diabétiques, mais qui est aussi utilisé pour faire maigrir les gens. Pour les diabétiques, il est remboursé par la sécurité sociale. Pour faire maigrir, c'est à la charge du patient. Ça semble logique. Pour qu'il n'y ait pas d'arnaque vis-à-vis de la sécurité sociale nous demande de faire à chaque fois qu'on met un patient sous Ozempic une attestation comme quoi on le prescrit bien dans le cadre du diabète. Or, la sécurité sociale sait très bien que notre patient est diabétique puisqu'il est en ALD. Donc nous, ce qu'on dénonce, c'est que c'est un papier qui sert strictement à rien à part à nous faire perdre du temps. Peut-être à simplifier le travail de la sécurité sociale. Mais ils ont dû mettre un agent qui s'occupe que de ça. Non, c'est-à-dire que le problème qu'il y a, c'est qu'au niveau de la sécurité sociale, il devrait y avoir des contrôles. Ouais. Or, il y a de moins en moins de contrôleurs à la sécurité sociale parce qu'ils font des économies de personnel. Du coup, c'est à nous de faire le travail de contrôleur de la sécurité sociale. Et vous avez plein de... On sait pertinemment, donc on a fait grève, on fait par exemple la grève de la commission paritaire locale à cause de ce motif-là, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir d'autres attestations à fournir. Demain,
on va nous demander de faire une attestation, par exemple, quand on va prescrire une radio de la colonne lombaire, en se justifiant pourquoi on demande cette radio de la colonne lombaire. Il faut justifier du pourquoi, mais justifier Voilà. auprès de qui? Eh bien, par exemple, pour l'Ozempic, le pharmacien ne distribue pas l'Ozempic aux malades s'il n'a pas cette l'attestation. En plus. D'accord. Et là, pareil, pour la radio lombaire... Pour la radio lombaire, ça va être pareil. C'est-à-dire que le radiologue ne pourra pas faire la radio lombaire ou la fera payer au patient s'il n'a pas un justificatif avec le motif valable de la radio Mais lombaire. qui peut imaginer qu'un médecin prescrit d'aller voir un radiologue pour une radio lombaire s'il n'y a pas une raison médicale? Quel intérêt? Alors c'est justement, cette succession sont que des petits exemples, hein, ça. Mais c'est cette succession d'anomalies et de lourdeurs et d'inefficacité quand même. Parce que si c'était efficace, que ce soit sur le plan financier, sur le plan médical, bon, on dirait c'est lourd, mais bon, on suit. Mais le problème, c'est que ce n'est pas efficace. Hein, donc, et ça alourdit et ça gêne tout le monde. Donc, on est obligé quand même de revoir le système. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et les médecins, là où ils auront leur responsabilité, moi je dis, c'est effectivement si on nous offre une place dans la discussion pour pouvoir le faire, il faudra nous aussi qu'on se forme à la gestion des moyens. Hein, parce qu'on n'est pas formé. En études médicales, on fait que de la médecine, mais on ne sait pas... vous n'avez pas un volet... On n'a pas de relais pour savoir comment... alors qu'en fait, médecin libéral... on devrait. C'est une petite entreprise. Ah C'est ouais. une vraie entreprise et c'est pour cela, ça fait partie de l'attractivité. Il faudra aussi le changer. Oui, parce que étonnant, les pharmaciens le sont. Les pharmaciens sont très bien formés, mais nous, on ne l'est pas du tout. Et c'est pour ça que c'est une anomalie, parce qu'effectivement, si on est en Guyane, vous travaillez 3 fois plus, vous gagnez certes de l'argent, mais on sait très bien que ça ne se passe pas si bien que ça pour les médecins, parce qu'il y a une très mauvaise gestion de leur propre patrimoine. Hein, et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas attractif, donc ce n'est pas normal. Donc, on a du travail à faire, on a du travail dans les études médicales, on a du travail après, et on a un travail, je dirais, collectif. Et plutôt que d'attendre que tout le monde le fasse au niveau national, ce qui prendra, je pense, un certain temps, hein, je préférerais qu'on le fasse au niveau local. Et au niveau local, on a suffisamment de ressources et d'intelligence. Et en plus, comme je le disais, c'est aussi le plaisir de la Guyane, c'est qu'on peut se parler très directement. Et je n'ai pas besoin de connaître ta famille depuis des générations surtout et des générations. Surtout en cette période de carnaval. Voilà. Hein, et donc ça, c'est le plaisir de la Guyane. Hein, et je crois qu'on a quand même des valeurs civilisationnelles qui sont bien supérieures à bien des régions. Merci de cette appréciation que vous entendez toutes et tous. Le Guyane bashing, c'est pas à Radio Pays. Sur Radio Pays, on sait reconnaître la valeur du pays dans lequel on vit. Je voudrais, par contre, messieurs, sans faire injure, ni à vous d'ailleurs, ni à moi, au vu de nos âges avancés, est-ce que vous préparez votre succession? Je parle à vos postes de responsabilité. Le président de l'URPS section médecins, le président du syndicat des médecins libéraux de Guyane. Qui va vous succéder? Sont-ils intéressés d'ailleurs? Bonne question. Le bureau du syndicat est réélu tous les 2 ans. Ça doit faire 10 ans ou 12 ans que je suis président du syndicat. Oui. Je suis président parce que je suis le seul à me présenter. Il n'y a pas de relève. Pour l'URPS, c'est pareil. En fait, le problème, c'est qu'on a très peu de jeunes qui s'investissent dans ces fonctions-là. Et le problème qu'il y a, c'est pour Jacques comme pour moi, c'est qu'on a l'âge de la retraite. À n'importe quel moment, on peut arrêter. Et la bonne question, c'est qui va prendre la relève? Maintenant, alors, vous pouvez peut-être lancer un message, parce que je sais que beaucoup de vos confrères qui ont été avertis de cette émission vous écoutent. Peut-être leur lancer un petit message. Après, ils ont des excuses. On est tellement peu nombreux sur le territoire que beaucoup de médecins qui s'investissent sont investis dans plusieurs fonctions. Moi, par exemple, je suis président du syndicat, je suis président de la CPTS, je suis vice-président de l'URPS, mais c'est pratiquement à chaque fois par faute de candidats. Et vous avez quelques médecins, quelques jeunes médecins, notamment guyanais, je pense à Stéphanie de Ranbois, qui s'investit également, mais je veux dire, elle ne peut pas tout faire. Je veux dire, elle a plusieurs fonctions, déjà à l'URPS, au syndicat, à la CPTS. Elle a une vie de famille.
on ne peut pas lui demander de s'investir partout. Très Et bien. le problème qu'il y a, c'est en fait, c'est toujours le même problème. On n'est pas assez nombreux pour occuper tous les postes. Très bien. Néanmoins, on a vu avec les résultats de ce petit sondage que vous avez dit, et donc c'est vrai, c'est vérifié, ce sont des faits. Votre appel à la grève a été suivi des faits. Il y a eu des avancées, il y a des espoirs. Oui, il y a des avancées. Je dirais que même pour d'ailleurs nous succéder, je pense que si on continue et si on va dans ces avancées, je pense qu'on trouvera des successeurs. On trouvera moins de successeurs si on voit que ça ne bouge pas. Mais si on voit que c'est positif, si on voit qu'il y a quand même un nouveau dialogue, il y a des nouvelles pistes, il y a des coopérations, y compris internationales, je pense, qui pourraient se faire Oui, on n'a pas avec la parlé, Guyane. mais celles-là, elles sont réelles. Elles existent. Mais à notre niveau, donc ça peut être extrêmement stimulant. Donc, et dans ce cas-là, on sortirait de cette inertie globale. Et je pense que ça pourrait se débloquer. Donc, il faut quand même rester extrêmement optimiste. Très bien, restons optimistes. Merci, docteur Breton. Merci, docteur Horbacher, d'avoir été présent pour parler des raisons de la grève et surtout de demain, l'avenir de la santé et de la médecine libérale en Guyane. Demain, on se retrouve au Grand Forum. Ne me demandez pas le sujet, nous ne l'avons pas encore préparé. À demain. Et tout de suite, le journal avec Edmé Doudi.